Madame, monsieur, bonsoir. Nous avons tous quelqu'un de notre entourage, proche ou loin, qui a eu recours à un job en centre d'appel. Mais dans l'image sociétale, malheureusement, travailler dans un centre d'appel pourrait relever, ou relève d'ailleurs souvent d'un échec ou d'un plan B. Car pour certains, rappelons-le, travailler donc dans ce genre de métier, eh bien, c'est un job de deuxième voie ou seconde catégorie pour atteindre un job, un vrai. Mais à y voir de plus près ou plutôt de manière plus globale, l'offshoring n'est-il pas un pilier incontournable du fameux socle de notre modèle de développement, à savoir créer des emplois? Pourquoi donc l'a-t-on laissé dépérir alors que plutôt que beaucoup peuvent y construire un avenir plus prometteur? Alors l'offshoring, un rêve marocain ou un tremplin? Et la concurrence est souvent féroce. Comment retenir nos pépites marocaines? Surtout, comment créer de la valeur ajoutée pour un secteur qui se vintagise? Et du coup, comment raviver la flamme d'investissement chez nous, alors que les rates ailleurs sont plus qu'alléchants? Élément de réponse en compagnie des invités qui ont accepté l'invitation d'Eco-Débat ce soir. Tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir le président de la Fédération marocaine de l'outsourcing, Youssef Chraibi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Également sur le plateau d'Eco-Débat ce soir, Ahmed Belhassan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'AMRC, l'Association marocaine de relations clients. Bienvenue à vous aussi. Merci. Et pour représenter l'APEBI, la Fédération des nouvelles technologies de l'information, des télécoms et de l'offshoring, Amin Zalouk, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors messieurs, tout d'abord, c'est un secteur leader des services, l'offshoring. Combien cela représente en chiffres, bien sûr, des chiffres qui sont updatés? Amin Zalouk. Alors, en termes de chiffres, effectivement, on a plusieurs catégories de chiffres. Donc, bien entendu, le premier qui parle un peu du point de vue création d'emplois, c'est très important. Donc, c'est 69 900 emplois fin 2018. Donc, aujourd'hui, c'est quand même un des secteurs les plus... c'est le deuxième plus gros employeur après l'automobile. Après l'automobile et le textile, en fait. C'est le troisième créateur d'emplois. Après, en fait, ça dépend. Si on regarde un peu tout le plan d'accélération industrielle, aujourd'hui, on est le troisième. On est deuxième si on regarde les 3 dernières années. Quand on parle des 69 000, disons 70 000, si on veut arrondir ce chiffre, ces emplois ont été créés en combien de temps? Alors ces emplois, si on compte le plan d'accélération industrielle, en fait, on a depuis 2014 une création d'emplois soutenue de plus en plus. Il y a eu un bond en 2015. On est passé jusqu'à 15 000 emplois créés. Et puis, avec une vitesse de création entre 4 000 et 5 000 emplois. Donc les 69 000 ont été créés depuis 2014. Exactement. Très bien. Alors, nous allons bien sûr revenir sur cette question de turnover, etc. Mais Youssef Chraibi, quand on parle de chiffre d'affaires, quand on parle de chiffre d'affaires à l'export, d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que cela représente réellement? On parle d'un chiffre de 10 milliards, c'est cela? 11 milliards et demi. 11 milliards et demi, donc les chiffres qui sont récents. Oui. Qu'est-ce que cela représente concrètement? En fait, nous, on vend des services à l'export. On estime qu'il y a environ 90% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé pour des donneurs d'ordre qui sont à l'étranger, donc essentiellement en Europe et en France. Et donc, c'est l'Office d'échange qui nous communique tous les trimestres toutes les devises qu'on rentre dans le pays via cette vente de services à l'export. Donc, ce sont des données très fiables. Et donc, ça nous permet de nous positionner dans le top 6 des secteurs les plus exportateurs et qui génèrent le plus de revenus à l'export pour notre pays. Pour le Maroc. Oui. Très bien. Peut-être une réaction à Ahmed Belhassan par rapport à ces chiffres qui viennent d'être cités. On avance souvent cet argument de l'emploi finalement parce que, bien sûr, c'est un challenge pour toute économie et notamment pour notre pays. Mais en termes de création de valeur, qu'est-ce que ce secteur finalement apporte à cette économie marocaine au-delà de la création d'emplois? Alors, vous avez cité les 11 milliards et demi que Youssef a dit, c'est du chiffre d'affaires qui est réalisé en devises. Donc, dans la balance commerciale, ça pèse.
On a aussi une création de valeur, puisque aujourd'hui, le secteur des centres d'appel est l'un des secteurs qui intègre le plus de jeunes sur le marché de l'emploi. Notre écosystème intègre quand même beaucoup de primo-accédants au marché de l'emploi, et donc les forme et les met à disposition très souvent des autres secteurs. Aujourd'hui, on estime à peu près à plus de 200 000 personnes, les gens qui sont passés dans les centres d'appel, qui ont fait une carrière plus ou moins longue et qui ont accédé à des postes de responsabilité ailleurs, qui sont devenus responsables et qui ont réussi comme ça à apporter de la valeur au secteur, parce qu'on est un secteur formateur. On va apprendre aux gens à communiquer, on va leur apprendre à respecter les horaires le matin, le soir. C'est des choses très basiques au demeurant, mais qui sont aujourd'hui très codifiées dans notre secteur. Nous allons revenir à ce point, à cette question de ressources humaines qui reste finalement la colonne vertébrale, n'est-ce pas, de ce secteur de l'outsourcing. Mais je voudrais parler à présent de ce contrat de performance. Donc on arrive à l'échéance de ce contrat de performance. Est-ce que les chiffres qui ont été annoncés vont être respectés ? On parle d'un chiffre d'affaires à l'export de 18 milliards de dirhams à l'horizon 2020. Est-ce que ces chiffres vont être respectés selon vous, sachant qu'on est un peu loin quand même, on est à 11 milliards et demi là. Les objectifs étaient très ambitieux. Même si on finit à 14 ou 15 avec un objectif à 18, ça reste très très honorable. Après, donc pour vous, le secteur pourrait faire un bond de 3 milliards ou 4 milliards en un an? On pourrait faire 3 milliards, oui. On pourrait faire 3 milliards. Très bien. Oui. Sachant que si on compare le premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre 2018, on a quand même une croissance de 28%, ce qui est quand même remarquable dans un secteur. Et donc si on extrapole ça pour revenir un peu à la création d'emplois, même si en fait on n'a pas forcément les mêmes ratios, parce que ça change d'un écosystème à l'autre, on peut justement, c'est cohérent par rapport à l'objectif des 4 000, 5 000 emplois qui seront créés. Et sur les revenus, si on était à 11, vous rajoutez à peu près 30%. Si on garde cette tendance, on pourrait la faire... tendance est oui, maintenue. Oui, voilà. Mais est-ce que mais ça reste de très bons chiffres. Oui, mais quand on met des objectifs chiffrés ainsi, à savoir les 18 milliards, ou je pense par exemple dans un autre secteur, le tourisme, les 20 millions de touristes à l'horizon 2020, est-ce qu'on les met en connaissance de cause ou en tout cas basés sur des études? Comment ces objectifs sont-ils mis en place et finalement ça peut paraître un peu handicapant pour le secteur parce qu'on se dit on n'a pas atteint finalement les objectifs, bien qu'on y soit proche quand même. Bon, d'abord, ils ne sortent pas du chapeau. On s'est réunis avec notre ministère de tutelle, on a regardé nos différentes prévisions, on a exploré les différentes niches de croissance qu'il pouvait y avoir, les différents segments. Et puis nous, on a donné des prévisions. Bien entendu, le ministère va nous pousser pour aller encore plus loin. Et puis après, on s'est mis d'accord sur des chiffres. Mais encore une fois, pour nous, ça ne nous met pas une réelle pression. De toute façon, on est des entreprises privées. On fait déjà au mieux parce qu'on fait déjà ça pour nos intérêts. Bien sûr. Donc, si vous voulez, après, ces jeux avec les chiffres, ça ne nous concerne pas réellement. Nous, on sait qu'on a tous envie d'aller plus vite, plus fort. Combien d'entreprises? Parce que vous avez dit nous, quand vous dites nous, vous êtes combien aujourd'hui? Il y a plus de 300 entreprises dans le secteur. Mais si vous voulez, c'est très concentré sur le top 10 qui vont employer 70% des ressources. Donc, très bien. Il y a beaucoup de petites PME et il y a les leaders mondiaux qui sont présents au Maroc. Ahmed Belhassan, peut-être une... Et puis quand on définit une ambition, il faut définir une ambition. On ne va pas dire, écoutez, on va faire 12 parce qu'on va être certain d'atteindre les 12 et puis on va être tranquille. Donc on met des objectifs plus... On met des objectifs et on place aussi les moyens pour atteindre ces objectifs parce qu'on a besoin aussi de stimuler les moyens. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect purement chiffre, on a vu l'émergence de 2-3 acteurs mondiaux au Maroc, pour ne pas les citer, Majorel, Intelsia, à plus petite échelle, Outsourcia. Et aujourd'hui, juste le fait qu'on ait des entreprises avec un footprint mondial qui émergent du Maroc est déjà une victoire en soi. Bien sûr. Parce que ça va drainer, ça va tirer toute la profession. On n'est plus dépendant, on ne va plus être un pays à façon, un petit peu comme ce que faisait la confection. Mais on est un pays émetteur de compétences, puisque tout ce qui se déploie en Afrique, c'est nous qui le déployons, c'est les Marocains qui commencent à le déployer. On est reconnu auprès de nos donneurs d'ordre pour nos compétences et non plus pour nos prix uniquement. Et c'est cette valeur, vous m'avez posé la question sur la valeur, c'est cette valeur aussi qu'on a créée. Très bien. Quelles sont les filières justement qui maintiennent le cap?
dans ce secteur de l'offshoring? Déjà, justement, quand on parle du secteur de l'offshoring, en fait, on rappelle quand même qu'il y a 5 écosystèmes offshoring. Donc, les 2 écosystèmes représentés par nos amis de la MRC sont le CRM et le BPO. Donc, aujourd'hui, qui représentent... BPO, externalisation des processus de gestion. Exactement. Voilà, merci de le rappeler. Donc, ça représente quand même en termes de création d'emplois 55% ou 65% si on rajoute BPO qui représente 10%. Et donc le reste, c'est-à-dire à peu près le 1/4 de l'emploi créé sont entre les écosystèmes de l'ITO, de l'informatique et aussi de l'ingénierie. Donc ce sont les 2 secteurs aujourd'hui sur lesquels en fait je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de business à attraper, à capter, parce qu'il y a énormément de potentiel. Alors, si je prends ces chiffres-là, qui sont, on va dire, le 1/4 sur les 3 écosystèmes, puisque le KPO, c'est un autre écosystème qu'on n'a pas encore développé, le Knowledge Process Outsourcing. C'est l'analyse de données. C'est l'analyse de données, c'est les études, etc. On va prendre, en termes de chiffre d'affaires, on est sur à peu près la moitié, pas loin de 45% du chiffre d'affaires qui est réalisé par l'ITO et l'ESO. Donc, ça répond peut-être à votre question de tout à l'heure, parce que là, aujourd'hui, je reprends Youssef sur le chiffre d'entreprise, c'est-à-dire si on se fie au chiffre du ministère, entre la toute petite entreprise et la multinationale, on a plus de 1000 entreprises dans l'offshoring. Je parlais des centres d'appel. Justement. Ouais. Donc là, si on prend un peu la totalité, dans 20%, exactement 160 entreprises sur la partie ITO et ingénierie. Très bien. Et donc, c'est pour dire que c'est aussi, on ne peut pas, sur un certain nombre de métiers ou sur l'écosystème, en fait, on génère plus de chiffre d'affaires par emploi créé. Donc, les deux chiffres sont analysés conjointement et ça nous permet de voir, c'est-à-dire si on développe aujourd'hui la croissance sur les autres écosystèmes, on peut s'attendre justement à une progression du chiffre d'affaires destiné à l'export qui est plus important, qui peut justement dépasser les 14 milliards. Alors les 18, c'est très ambitieux. Moi, à mon sens, ça reste quand même assez réalisable. Pour 2020 ? Non. Pour 2020, je dirais difficilement. Youssef, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique, absolument. Si on voit que, comme on l'a dit tout à l'heure, juste pour le rappeler, si la tendance est maintenue à une croissance à 2 chiffres quand même conséquente, 28% sur un trimestre, c'est déjà beaucoup. On ne pourra pas arriver effectivement à 18 milliards de dirhams. Mais en tout cas, donc on vient de parler de ces filières. Vous avez dit qu'il y a 1 millier d'entreprises en tout cas, qui évoluent dans ce secteur de manière générale de l'offshoring, 300 en centre d'appel. Est-ce que cela reste concentré dans l'axe Casa-Rabat ou les autres régions en profitent également? Alors historiquement, ça a été créé d'abord sur Rabat-Casa pour une question d'infrastructure, pour une question de primo-investisseurs, parce que les premiers investisseurs étaient plutôt localisés sur Rabat et Casa. Maintenant, dans le contrat programme qui a été signé avec la MRC, on a été pour la régionalisation avancée. Donc on est présent, si vous voulez, je dis le secteur est présent dans 8 régions sur 12 au Maroc, à travers des P2I, mais quand même avec une très grosse concentration. 80% des ressources sont sur l'axe Kenitra, Rabat, Casa, Stat, Mohammedia. Fez s'en sort plutôt bien aux alentours de 10%. Et Agadir et Oujda vont se développer parce qu'on a des signaux quand même très forts d'acteurs qui vont sur Agadir, sur Oujda. Et la dynamique de promotion de ces villes a été bien suivie. Maintenant, ça reste 80% sur cet axe-là. C'est peut-être l'axe qu'il faut désengorger pour capter plus d'emplois encore. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait pour booster l'investissement dans ce secteur ? On a un très beau contrat programme d'abord qui a été signé avec le ministère, avec des mesures incitatives qui sont plus fortes pour les régions un peu excentrées. On a les régions qui font la promotion elles-mêmes. C'est dans le cadre de la... Quand vous dites des mesures incitatives, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, par exemple ? C'est fiscal ? Non ? Alors, fiscal, oui, pour certaines P2I, où on réduit le taux de l'IS.
C'est aussi en termes d'investissement, on va accompagner l'investisseur à hauteur de 30% de l'investissement consenti. On va avoir de la prime à la croissance à hauteur de 10%, c'est-à-dire tout acteur qui s'engage à apporter plus, à investir, va recevoir 10% à fonds perdus sur son investissement. Donc, et puis un foncier plus attractif, des loyers plus faibles. Très bien. J'ajoute à cela des primes à l'emploi au niveau régional, c'est-à-dire sur, par exemple, Fès ou Oujda, la région finance, donne des primes à l'emploi, bien entendu sous certaines conditions, à travers Medz pour encourager l'emploi dans ces régions. Mais il y a aussi la partie information, parce que quand on se met à la place d'un investisseur qui veut choisir une destination pour développer une activité, là je parle principalement des domaines de l'ingénierie, on va d'abord chercher la compétence. Où est la compétence? C'est-à-dire on a besoin de l'information pour localiser la compétence, dire genre je veux développer une activité autour du développement ou autour de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous sommes incapables d'avoir l'information fiable sur le nombre on va dire de lauréats par région. Ah bon? Donc c'est un triste constat aujourd'hui qu'on a eu, et donc nous avons mis en place... Donc en fait, on n'a pas de base de données en ce qui concerne les lauréats d'universités, de facultés marocaines. Exactement, qui sont formés au Maroc. Nous n'avons pas cette information, et donc aujourd'hui on fait l'effort en tant que fédération, en tant que structure d'animation d'offshoring, pour collecter ces données-là, les intégrer dans des systèmes de business intelligence d'aide à la décision pour pouvoir proposer aux investisseurs la cartographie des compétences au Maroc. Parce qu'un investisseur qui va venir, qui veut choisir une destination, il va tout simplement, manque de données, à défaut d'avoir des données, il va suivre les concurrents. Où sont les concurrents? Ils sont sur Casa et Rabat, et donc, ou Tanger, et je vais m'implanter à côté de ces entreprises-là. Alors que, si on regarde, on voit des zones comme Fès, comme Agadir, comme Oujda, où il y a des P2I, et il y a aussi de la production en termes de compétences, mais qui partent malheureusement dans des métropoles, et du coup on se retrouve avec des métropoles un peu condensées, alors que dans les régions on ne trouve pas les profils. Youssef Chalabi, peut-être une réaction, je voyais que vous acquiesciez sur ce qui a été dit par... Je suis globalement d'accord avec ça. En fait, il faut voir que dans notre secteur, on a démarré, si vous voulez, dans le début des années 2000, et la vraie force du Maroc, ça a été ses ressources humaines. C'est devenu aujourd'hui un frein, puisqu'on voit que les difficultés de recrutement sont de plus en plus perceptibles. Mais si vous voulez, les incitations, les P2I, tout ça, c'est bien, mais le secteur a démarré sans tout ça. On est venu parce qu'on cherchait des ressources essentiellement francophones, avec un bon niveau et des conditions attractives. Et c'était ça le positionnement du Maroc. Et donc aujourd'hui, on essaye bien entendu de favoriser des régions, on essaye de développer de nouvelles zones. Aujourd'hui, le positionnement du Maroc, c'est devenu une destination nearshore, qualitative, experte, avec un bassin de l'emploi qui a une vraie expérience dans ces métiers, et qui fait que malgré qu'on soit beaucoup moins attractif en termes de coûts, parce que si vous voulez, on peut avoir des incitations au niveau de l'IS, au niveau du loyer, au niveau de tout ce que vous voulez. Au final, on paye nos ressources dans les centres d'appel à 4 500, 5 000 dirhams par mois. À Madagascar, outsourcés, on les paye à 1 200 dirhams par mois. J'ai vu que vous aviez justement donné cette réponse dans une de vos interviews, et ça m'a interpellée. Bah oui. Parce que, donc, alors, si vous voulez, on peut faire ce qu'on veut. De la qualité du service entre le malgache et le marocain. Donc voilà, donc la vraie différence, elle est là. Elle n'est pas dans ces petites incitations. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est pas au niveau fiscal ou au niveau des loyers, c'est au niveau du niveau d'expertise de notre bassin de l'emploi, de la qualité de notre encadrement, de la qualité des entreprises qui sont au Maroc, qui sont pionnières, qui sont là depuis près de 20 ans et qui apportent une vraie valeur à leurs donneurs d'ordre, et qui font que le Maroc, bien que la destination la moins attractive en termes de prix aujourd'hui, parce qu'on est plus cher que tous les autres pays, on continue à drainer environ un marché sur deux, parce qu'on est dans un métier où c'est le savoir-faire qui fait réellement la différence. Et donc même si moi aujourd'hui j'ai des personnes à Madagascar que je paye à 1 200 dirhams par mois, je continue à drainer plus d'activités au Maroc. Ça représente combien du SMIC là-bas?
1200. C'est près de 3 fois le SMIC. Mais c'est comme au Maroc aussi. À 5 000 dirhams, on est à près de 3 fois le SMIC. Oui, c'est vrai, mais si vous voulez, on a quand même contribué, quand on dit quelle a été la valeur de notre secteur, ça a été aussi de faire en sorte que les jeunes qui arrivent sur le marché d'emploi deviennent beaucoup plus exigeants et demandent de nouvelles choses. Et donc, on a paradoxalement contribué à relever les minima sociaux dans ce pays, puisque les personnes aujourd'hui, même s'ils n'ont pas forcément envie de venir chez nous, ils savent qu'ils peuvent avoir accès à des entreprises où les conditions et les pratiques sociales, de façon générale, sont bien plus en avance que dans d'autres secteurs. Et ça, c'est un apport très clair qu'on a fait, en plus de la formation, en particulier dans les soft skills, où on apporte énormément beaucoup. Pourquoi vous avez investi à Madagascar et également en France, Youssouf Chelaïbi ? Nous, en fait, on n'a fait que suivre nos clients en permanence. C'est-à-dire qu'au départ, on a été en France puisque nos clients voulaient avoir une partie de l'activité qui soit gérée par des natifs. Donc, on a mis du temps à leur dire, écoutez, on peut faire exactement la même chose au Maroc. Mais la réalité, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire exactement au Maroc et qu'on fait mieux en France. Donc, on a investi en France pour pouvoir le faire. Et puis après, on a eu des clients qui nous disaient, écoutez, le Maroc, c'est très bien, mais moi, j'ai des pays qui sont moins chers. Donc, on a passé quelques années à leur dire, oui, mais c'est moins cher, mais ce n'est pas aussi bien. Mais au final, il y a certaines opérations qu'il faut traiter ailleurs, puisqu'elles sont tellement simples, normées et basiques, que le client n'est plus prêt à payer 2 fois plus cher pour un traitement équivalent. Donc, si vous voulez, il faut être partout. Et il faut être aussi dans la robotisation, parce qu'il y a aussi certaines choses qui vont totalement être automatisées. Et même Madagascar ne sera pas assez compétitif. Et ça, ce sont des tendances lourdes. À nous de les anticiper et d'investir dans tous ces domaines où il va y avoir de la valeur, au lieu de continuer à rester sur ces positions. De la même façon que les entreprises françaises qui ont déclaré pendant plusieurs années que l'offshore, ce n'est pas une bonne idée, que ça ne marchera pas aussi bien, ont tous fini par venir, puisque la loi du marché et du client final est plus forte que tout. Ahmed Belhassan, juste avant la pause, je voudrais revenir sur cette question de fiscalité et de ces incentives un peu proposés par l'État aux investisseurs. Qu'en est-il pour les investisseurs qui ont investi il y a quelques années déjà? Donc cette question de neutralité fiscale est un peu révolue, mais du coup, ils payent au prix fort, notamment cette ressource humaine de plus en plus exigeante, pour reprendre les mots de Youssouf Chelaïbi. Alors, la ressource est devenue de plus en plus chère et fiscalisée, mais si vous voulez, l'enjeu fiscal, quand on n'a plus tous ces incentives, on a un code des investissements qui est correctement bâti, puisqu'à l'export, on est quand même incentivé, que l'on soit ou pas nouvel investisseur. Maintenant, on arrive sur de nouvelles formes de taxation qui sont un peu moins, qui sont anti-économiques. Globalement, ce qu'on défend aujourd'hui, par exemple la taxe professionnelle pour nos entreprises, est complètement décorrélée d'une réalité économique. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, on est taxé comme un cabinet d'avocats ou comme sans manque de respect pour ces professions. Mais globalement, quand un investisseur vient au Maroc, il va investir dans des plateaux de 4 à 5 000 m², il va mettre beaucoup d'argent en technologie, et on va venir lui dire au bout de 5 ans, écoutez monsieur, on vous prend 20% de la valeur de ce que vous avez mis là-dedans. Exact. Donc on renchérit en plus mécaniquement notre prestation, alors qu'un industriel qui va investir de la même manière va être à 10% de taxation. C'est un peu technique si vous voulez dans l'absolu, mais ça, au bout de 5 ans, les investisseurs commencent à se dire, mais en plus de la ressource qui est chère, on a également la partie infrastructure qui se renchérit. Et c'est un des combats aujourd'hui, au lieu de l'incentive, pour séculariser le secteur, il vaudrait mieux peut-être réadapter la fiscalité locale, la fiscalité que nous avons. Des propositions qui ont été peut-être formulées lors des assises de la fiscalité ou pas? Oui, pour être étudiées. Elles sont en cours d'étude on est en contact régulièrement avec l'administration fiscale, qui est très à l'écoute de nos doléances. Maintenant, ça prend un peu de temps. Et le temps, vous savez, c'est de l'argent. Les compteurs continuent de tourner. Que l'investisseur aussi perd, que et qui peut également faire fuir justement et pas capter des investisseurs. Exactement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va se savoir sur la place. Après les incentives, de toutes les façons, c'est une place mondiale où tout le monde se dit tout. Et à un moment, on va savoir qu'au Maroc, ça coûte très cher. Au bout de la 10e année, fiscalement, c'est très pesant. Si on devait se comparer, par exemple, je reste bien sûr dans ce secteur de l'offshoring, si on devait se comparer à des concurrents, et justement, côté incentives fiscales, est-ce qu'on fait le poids? Moi, je dis, encore une fois, c'est le cadre normal. Je ne parle pas de l'incentive. Dans le cadre normal, cadre normal. Je suis investisseur, j'ai envie d'investir sur du long terme, parce que mon investissement me coûte très cher. Oui. Il faut que je sache qu'au bout de 5 ans, ce ne sera pas le coup de bâton derrière la tête. Parce qu'au bout de 5 ans, j'ai fini mon incentive,
je commence Exact. à être taxé. Exact. Et là, il y a le compteur qui commence à tourner. Mais est-ce qu'on est compétitif sur cette question-là? On n'est pas compétitif. Aujourd'hui, à mon sens, on n'est pas compétitif. De ce point de vue-là, mais d'un point de vue global, le Maroc, c'est une destination incontournable pour l'offshoring francophone aujourd'hui. Parce que je vous dis encore une fois, tout mis bout à bout, il n'y a pas un acteur majeur dans le francophone qui ne peut pas être au Maroc aujourd'hui, puisque voilà, avec toute cette expertise qu'on a construite et cette proximité, fait que ne pas être présent sur ce marché, c'est dangereux. De la même façon que ne pas être présent aujourd'hui en Afrique subsaharienne, c'est dangereux. Et de la même façon que ne pas être présent aussi en France pour certains marchés, c'est dangereux. On est obligé d'être présent sur tous les marchés, mais on va avoir des niveaux de rentabilité, de marge qui vont être différents. On va avoir une marge 2 fois plus importante en Afrique subsaharienne qu'au Maroc, et en France, elle va être 2 fois moins importante. À nous d'être présents sur l'ensemble de ces marchés et en fait d'avoir un partage intelligent de cette chaîne de valeur pour construire en fait le meilleur mix à la fois pour notre rentabilité, mais aussi pour nos donneurs d'ordre qui doivent s'y retrouver. Très bien. Donc, je vous propose, messieurs, de continuer la discussion juste après cette courte pause. Nous reviendrons au débat. Merci de rester avec moi tout de suite. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Vous regardez Eco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à l'offshoring, ce secteur important qui emploie, rappelons-le, plus de 69 000 personnes au Maroc. Juste avant la pause, nous évoquions cette question de compétitivité de ce secteur par rapport aux concurrents. Alors tout d'abord, Amine Zerouq, quels sont les concurrents du Maroc? Alors justement, par rapport au secteur de l'ingénierie et de l'IT, on a d'autres concurrents que l'Afrique subsaharienne, parce qu'on est moins sur une exigence linguistique, on est plutôt sur une compétence technique. Oui. Et donc, comme concurrent, on va trouver un concurrent direct qui est la Roumanie, qui sont très bien développés sur la partie ingénierie, étant donné leur historique avec l'automobile notamment, mais aussi l'aéronautique qui se développe pas mal. Mais il y a aussi l'Inde. L'Inde aujourd'hui, ça fait un moment qu'on dit l'Inde, mais c'est un vrai, entre guillemets, danger pour l'offshoring du Maroc sur ces écosystèmes-là, parce qu'en fait, ils ont, en plus de la compétitivité économique, ils ont la compétence en quantité et en qualité. Et donc, évidemment, dans l'ordre, on va aller chercher d'abord les concurrents en termes de disponibilité de compétences, déjà en quantité, en qualité. Parce que moi, chez Alten, quand je fais le roadshow et je présente avec mes collègues directeurs de autres delivery centers, Roumanie ou Inde, désolé, mais déjà le nombre d'ingénieurs produits au Maroc, le nombre de lauréats, c'est ridicule. C'est vraiment... déjà, il reste. Hein. Alors déjà, donc ça, c'est par rapport à ce qu'on annonce. On n'est pas déjà, on ne présente pas sur la même échelle. C'est-à-dire, quand on présente les graphes Maroc, Roumanie, Inde, si on met dans la même échelle, sur la même échelle, le Maroc ne va même pas apparaître à côté de l'Inde, par exemple. C'est normal, c'est pas déjà en termes de volume, on n'est pas comparable. Quantitativement parlant. Alors sur l'aspect qualitatif, évidemment, nous avons des problématiques communes sur les soft skills, sur le côté linguistique. Mais là, je rajoute l'anglais également. Et je pense que sur la partie CRM, c'est un besoin de plus en plus présent. Mais nous, on est beaucoup sur la compétence linguistique en anglais, parce qu'on travaille sur les dossiers techniques en anglais. Et nous avons également des compétences qui ont la compétence, les skills techniques, notamment sur la partie automobile, aéronautique, et aussi, bien entendu, la partie IT développement. Et donc là, peut-être, c'est l'occasion d'ouvrir un peu la parenthèse de la fuite des compétences, puisque c'est quand même un problème qui commence à être de plus en plus pesant pour les acteurs. Quand vous parlez de ces compétences, est-ce que ce sont des compétences où des lauréats fraîchement diplômés des écoles marocaines, ou vous parlez des compétences qui ont eu une expérience dans une entreprise qui évolue dans ce secteur de l'offshoring et notamment dans un centre d'appel? D'accord. Alors en fait, il y a les deux. Alors je dis heureusement pour ces écosystèmes qu'il y a un précurseur comme les écosystèmes du CRM et du BPO qui ont permis à certains profils de s'insérer et de développer leur côté soft skills. C'est-à-dire nous, quand on recrute beaucoup de personnes qui ont eu un passage par les centres d'appel et on est content d'avoir des personnes qui ont
cette aisance relationnelle, un certain leadership, et qui permettent, parce que quand on est ingénieur, bien entendu, il faut maîtriser la partie technique, mais on gère des réunions. Les soft skills. Exactement. Bien Donc sûr. ça, c'est très, très important. Donc pour répondre exactement à votre question, donc, il y a le côté nombre de lauréats qui n'est pas suffisant. Et on trouve qu'il y a des lauréats qui sont un peu à côté de la plaque ou à côté des besoins du marché. Parce que si je regarde un peu, par exemple, pour prendre le cas de mon entreprise où on a recruté sur un semestre 300 ingénieurs, pour recruter les 300 ingénieurs, on a dû traiter 30 000 candidatures. Donc on a énormément de personnes qui ont besoin de trouver un emploi, qui sont diplômés Bac+5, mais qui ne correspondent pas forcément à ce besoin. Donc il y a des actions court terme qu'il faut faire, c'est-à-dire des opérations de reconversion. Donc nous sommes sur des opérations pilotes qui nous permettent par exemple de faire des formations de reconversion de physiciens qui ne trouvent pas forcément des débouchés pour les former sur l'automobile. On trouve des chimistes qui sont capables de switcher vers un domaine comme l'informatique. C'est des très bons développeurs, c'est-à-dire c'est un esprit commun entre les chimistes et les informaticiens et les mathématiciens d'ailleurs. Donc il y a aussi cet écart entre ce que produisent les universités et ce que demande le marché. Donc la formation n'est pas adéquate aux besoins du marché de l'emploi. Par contre, sur la partie fluide des cerveaux ou fluide des compétences, là, on est sur du qualitatif. Ça veut dire que ce sont les meilleurs, les directeurs de projet qui me gèrent une équipe de 20 à 100 personnes qui partent à l'étranger. Alors, ils ne vont pas fuir l'entreprise, mais ils vont fuir un peu l'environnement global. Et donc ça, c'est une autre... C'est un autre débat même. Mais on pourrait s'arrêter là-dessus justement. Alors Youssef Chelaïbi, quand on parle de turnover dans ce secteur, c'est quelque chose de très normal, c'est une pratique courante dans le secteur de l'offshoring. Mais le turnover n'est-il pas en train de se transformer justement en fuite des compétences? Alors dans les centres d'appel, non. C'est-à-dire que ça peut concerner quelques managers, sachant que nos ratios d'encadrement sont de 1 pour 10, donc au pire, ça concernerait 10% des ressources. Et encore, les managers, en général, sont les personnes qui évoluent le mieux chez nous et qui sont appelées justement à occuper des postes de plus en plus intéressants. Donc on ne le subit pas réellement, d'autant que nous-mêmes, aujourd'hui, dans notre logique d'internationalisation, on arrive aujourd'hui à leur proposer des solutions pour s'expatrier, aussi bien en France qu'en Afrique. Donc franchement, ce n'est pas à ce niveau-là que ça joue, c'est plus au niveau des agents où effectivement on va faire des efforts pour les former pendant plusieurs semaines et qu'on voit qu'à la fin de l'année, il y en a 30 ou 40% qui sont partis. Quand même. C'est un vrai fléau. Pourquoi ils partent ? Ils partent pour plusieurs raisons. Ils partent parce qu'on est devenu un extraordinaire laboratoire de formation pour tous les secteurs au Maroc, donc ils viennent les chercher chez nous. Parce que justement, comme tu disais, voilà, parce qu'ils ont appris notamment à communiquer, à écrire des emails proprement, à gérer des équipes, enfin. Et donc, ça devient aujourd'hui un label d'être passé par un centre d'appel, surtout lorsque c'est une des multinationales qui a des méthodes et des pratiques qui sont leaders. On sait qu'on va trouver de très bons talents. Donc ça, on vient se servir chez nous d'une façon... illimité. Et la deuxième raison, il est vrai que c'est parce qu'aussi, dans certains cas, on peut considérer que c'est un environnement un petit peu stressant et que les personnes aspirent à faire autre chose. Et ça, on le comprend très bien. Nous-mêmes, on n'a pas vocation à garder 100% des ressources pendant 5 ans. Le turnover est normal, mais il faudrait qu'il ne soit pas aussi important. Si une personne passe 2 ou 3 ans et qu'elle a, si vous voulez, apporter une valeur équivalente aussi à la formation qu'on a pu lui apporter, on considère que c'est tout à fait normal. Mais le turnover de la première année est très handicapant pour nous. Alors justement, j'ai une petite question par rapport au centre d'appel. Combien de temps ça prend de passer du casque au poste de manager ? Alors en fait, ça dépend de la compétence de la personne. Une moyenne. Ça peut être 1 an et demi. Ah. Oui. C'est rapide, donc. Oui, c'est rapide quand on atteint les bons objectifs quantitatifs, qualitatifs, et qu'on en veut, on réussit. Les conditions de travail, Ahmed Belhassan, alors on parle
d'un métier qui est très stressant parce que, bien sûr, il y a cette question des objectifs à atteindre. Et si on n'atteint pas les objectifs, eh bien, ça va se voir sur notre fiche de paie, comme on dit. Peut-être une réaction, une intervention par rapport à cette question des conditions de travail dans le secteur de l'offshoring, notamment les centres d'appel. Moi, je vous inviterai à venir voir les conditions dans lesquelles travaillent les membres de la MRC, les gens qui travaillent pour nous. Aujourd'hui, on est quand même sur des standards internationaux en termes d'espace de travail, en termes d'espace de repos, de crèche. Comme a dit Youssef tout à l'heure, on a redéfini les standards sociaux dans ce pays. Enfin, au Maroc, en général, les gens arrivent, ils ont une mutuelle. Dans certains cas, ils ont une retraite. Et donc, on fait accéder tout de suite des gens à un niveau de salaire 2 fois supérieur, je parle pour notre secteur, 2 fois supérieur au SMIC d'entrée de jeu, avec en plus une exigence plus importante. Je le couvre socialement, je suis responsable, je l'anime aussi en dehors avec des activités. Donc les conditions de travail, on va parler des gens qui font partie de la MRC ou de la PEBI, on exige quand même un certain nombre de choses. Maintenant, il existe effectivement plein d'autres petits centres d'appel, comme partout, comme dans la confection il y a quelques années, où on avait des grands groupes qui avaient des conditions très agréables et des groupes où c'est un peu plus dur. Ensuite, sur la fiche de paye, les indicateurs, c'est juste l'apprentissage, à mon sens, du travail. Aujourd'hui, on a un travail, on est payé pour ce travail et on est récompensé quand on surperforme. Aujourd'hui, si on ne surperforme pas... Ça fait pas vraiment partie aussi de notre culture. C'est très anglo-saxon et notamment américain comme mindset de penser, en fait, de penser objectif et de quantité finalement des objectifs atteints versus rémunération. On a quand même des gens qui s'adaptent très bien, puisqu'aujourd'hui, ce système permet à des gens d'accéder à des niveaux de salaire qu'ils n'auraient pas espéré par ailleurs, et très vite parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils ont l'envie et le besoin de travailler. Nous, ce qu'on cherche aussi, c'est des gens qui ont besoin de travailler, qui ont cette envie, et aujourd'hui, c'est nos best performers. Donc on a aussi de très belles histoires, et contrairement à ce qu'on... J'étais la semaine dernière dans un séminaire en France où on présentait les conditions de travail comme un exemple au Maroc dans les centres d'appel par un grand groupe télécom avec un film institutionnel incroyable où tout a été co-construit avec les salariés. On est tous sur cette tendance et avec des espaces vraiment bien faits. Donc cette image de conditions de travail, il faut aussi que les gens, enfin les salariés, fassent le tri entre ce qui est bonne pratique ou pas bonne pratique. Bien sûr. Si vous voulez travailler, vous devez avoir un contrat, vous devez être déclaré à la CNSS, vous devez payer des impôts et ne pas accepter la prime. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il ne faut pas accepter la prime de la main à la main. Il y a beaucoup de pratiques où on reste sur des pratiques un petit peu borderline faites par certains petits acteurs qu'on ne cautionne pas. Petits acteurs ou même des fois des multinationales je ne pense pas aujourd'hui, non. Non, pas dans notre secteur. Non. Dans notre secteur, je ne pense pas. Les multinationales sont elles sont RSE, elles ont des labels sociaux, elles ont des labels qualité, et elles savent quelles sont les répercussions de rentrer dans ce type de déjà, débat. quand on voit les top 10 des best places to work, on a au moins 5 qui sont dans le domaine de l'offshoring. Donc ça, c'est quand même un indicateur. Cela dépend où. Hein. Parce que là, on était sur la question sur les centres d'appel. Y compris non, le premier est un centre d'appel. Chaque année, il y a des centres d'appel dans le top 10. Le premier est un centre d'appel, pour Ah vous bon dire. Oui. Ok. Le premier est un centre d'appel. Donc nos pratiques sociales, en tant que secteur organisé, sont des références. Ensuite, les petits acteurs, il y en aura toujours qui essaieront d'être à la marge, de ne pas déclarer, de ne pas faire des choses dans la légalité. Mais nous, on pense que c'est vraiment un vrai facteur d'attraction de fournir tout ça. Alors Ça coûte plus cher, mais... Ça coûte plus cher. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui, ou en tout cas les jeunes Marocains formés, ont la formation adéquate, puisqu'on parlait d'inadéquation tout à l'heure, est-ce qu'ils ont la formation adéquate, notamment vers ces nouveaux métiers très techniques et technologie de l'information, analyse data, est-ce qu'on a cela aujourd'hui au Maroc? Alors, moi je dirais non dans l'absolu, parce que par exemple nous on a descendu notre niveau d'exigence au niveau des centres d'appel au minimum qui est le français. C'est d'avoir un niveau minimal qu'accepte le donneur d'ordre en français.
Maintenant, la masse étant ce qu'elle est, aujourd'hui à 70 ou 80 000, on a quand même créé un écosystème très favorable qui permet de former ces gens-là, d'apporter de la valeur. Donc, on a aussi quelques lauréats d'écoles d'ingénieurs qui font de la data science, mais vraiment, je pense que Camille me dira, mais on a très peu d'ingénieurs, on les forme sur le tas, on leur apporte également beaucoup de cycles de formation, parce que la formation en ligne maintenant est très bonne. Aujourd'hui, on a des practices BI qu'on a développées en interne. Ça a été d'abord nos ingés qui ont développé la practice et qui l'ont déployée. Ce n'est pas quelque chose qu'on a trouvé sur le marché disponible tout de suite. Maintenant, on peut changer de métier, je pense, dans le futur, on va changer de métier 3 ou 4 fois dans sa vie. Il y a les formations en ligne, il y a tout ce qu'il faut pour switcher. On n'y est pas habitué, mais je pense que dans le futur, c'est ce qui va se passer. Mais corrigez-moi si je me trompe, en fait, votre pyramide de mix profil dans les métiers de la relation client, en fait, elle est quand même, il y a une bonne base de juniors et on va dire le taux de management il est relativement faible, c'est-à-dire il n'y a pas de place pour tout le monde pour pouvoir accéder à un poste managérial. Donc du coup, en fait, il y a un turnover qui doit être quand même relativement important et justement, en fait, j'ai envie de dire tant mieux pour les autres secteurs parce que ça nous permet aujourd'hui également d'alimenter d'autres secteurs en compétences qui ont eu un passage de 2 ans et qui n'ont pas forcément eu l'opportunité d'accéder à un poste managérial dans leur société, qui peuvent évoluer dans d'autres écosystèmes. Et quand vous parlez des 5 000 emplois créés par an, est-ce que cela induit aussi finalement les emplois qui sont, ou en tout cas les personnes qui partent ailleurs ou qui switchent? Ça, c'est du net. C'est-à-dire c'est de la création Très nette. bien. Globalement, on est pompé par les banques, par les administrations, de tous les côtés. On vient recruter chez nous. Quand il y a un concours, on a un appel d'air énorme parce que nos ressources sont formées. Donc c'est de la création nette. Dans la réalité, on n'arrête pas d'embaucher. Si vous allez sur les pages d'annonces, aujourd'hui, recrutement, vous trouvez centre d'appel. On se bat pour être à la première place pour pouvoir recruter la ressource. On est en permanence en train de sourcer de nouvelles personnes, sachant que les autres vont aller, puisqu'on a des ingénieurs informaticiens, on a une richesse dans notre base qui est juste incroyable. Et sachant qu'on propose en plus des métiers très intéressants. Aujourd'hui, quand on dit « je suis au casque », c'est plus le casque d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est je suis en train de traiter une réclamation client, je suis en train de faire un acte de gestion sur l'intranet d'un client qui est en France, je gère un technicien qui se trouve quelque part en France, et donc on a beaucoup de richesse dans cet acte. C'est-à-dire qu'intellectuellement, on n'est pas juste en train de lui faire répéter un script qu'il a en face. Ça, c'est plutôt révolu, Ou alors ça a été vers d'autres pays. Voilà, ou ça a été vers d'autres pays. On est plus compétitif sur ce marché-là. Alors, est-ce qu'on est plus compétitif aussi, Youssef Chalabi? Vous avez cité le terme robotisation tout à l'heure. Est-ce que l'offshoring au Maroc a pris le virage du digital? Alors, en fait, ou de l'intelligence artificielle? Il y a 2 choses. Il y a déjà les canaux de traitement. Quand on a démarré notre métier, 100% de l'activité, c'était de la voix. Puis progressivement, nos donneurs d'ordre ont proposé des nouveaux canaux à leurs clients. Donc nous-mêmes, on a dû se former et nous-mêmes proposer des prestations pour gérer des emails, gérer du chat, pour, lorsqu'on fait du support technique, faire de la prise en main à distance. Et donc toutes ces choses-là, nous, on s'est adapté et ça représente, tous ces nouveaux canaux, près de 50% de l'activité aujourd'hui. Donc et tout ça, c'est les canaux, et bien entendu les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, une même personne va pouvoir aussi bien répondre au téléphone, répondre à un email, que de traiter une réclamation qui arrive sur Facebook ou Twitter. Donc ça, c'est une tendance qui a démarré il y a plusieurs années déjà, et on a très bien surfé sur la vague. Et on arrive aujourd'hui à avoir des profils totalement qui ont des multicompétences et qui travaillent en omnicanal. Alors après, il y a la question de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Ça, c'est à la fois une vraie menace et une vraie opportunité. C'est une menace dans le sens où il y a certains process qui sont devenus tellement basiques qu'ils peuvent être totalement automatisés, et on va développer ce qu'on appelle le self-care, c'est-à-dire que le client de nos clients, au lieu de nous appeler, va directement aller sur une plateforme et gérer ses propres demandes pour changer de forfait, pour résilier, pour faire beaucoup de choses vont pouvoir être faites directement
en ayant accès à des plateformes. Et là, on n'aura plus du tout besoin d'intervention humaine. Et donc ça, là-dessus, ça a déjà eu un impact important et ça a réduit des flux, notamment dans le secteur des télécoms, où vous aviez un certain nombre de contacts par an et par client qui a été divisé par 3 en quelques années. Et donc ça, on l'a déjà vu. Après, il y a les robots et tout ce qui concerne, par exemple, les chatbots. Donc il y a une tendance aussi importante ces dernières années. On se dit, on arrive, au lieu d'appeler ou d'envoyer un email, on va dialoguer en fait avec un assistant virtuel. La réalité, c'est que la promesse est forte et d'un point de vue marketing, c'est important de se positionner dessus, mais c'est encore très déceptif pour le client puisque ça permet de gérer uniquement les demandes les plus basiques et il n'y a encore aucune intelligence dedans. Il y a des réponses qui ont été données à l'avance et lorsqu'on tombe sur la bonne question, on va pouvoir donner la bonne réponse et dès qu'on sort en fait de ce qui a été imaginé, c'est pas performant et donc on retombe tout de suite sur un humain qui doit gérer une interaction et puis aussi apporter toute la valeur qui est en plus parce qu'aujourd'hui, on est dans une vraie logique où nos clients veulent profiter de chaque interaction avec leurs clients pour les fidéliser, leur vendre d'autres choses. Et ça, on n'a pas encore trouvé de robots qui vont pouvoir le faire et ce ne sera pas le cas pendant encore très très longtemps. Mais sinon, en attendant, est-ce qu'on a finalement les compétences, encore une fois, et est-ce qu'on est prêt à prendre ce virage de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'offshoring à Menzaro? Alors justement, c'est quand même je mets ma casquette IT et je dis que là aujourd'hui, je constate que ces différents chantiers de robotisation, automatisation, ça nous crée quand même un peu d'emploi sur l'IT, parce qu'on travaille aujourd'hui sur des sujets qui sont censés, on va dire, remplacer un certain nombre d'activités dans certains centres d'appel. En fait, dans tout métier, il y a des évolutions. Il y a des évolutions, il y a des virages. En fait, comme ce qui se passe sur l'industrie 4.0 qui dit que voilà, ça va détruire de l'emploi, mais à côté, ça crée aussi de l'emploi. Donc, charge à nous de trouver le moyen pour capter le business qui va venir ou les nouveaux marchés qui vont en découler. Donc, je partage avec Youssef le fait que c'est pas, on va pas tenir un discours alarmiste. C'est pas pour tout de suite que les métiers, enfin les chargés. Peut-être pas pour tout de suite, mais pour demain. C'est pas pour tout de suite, mais c'est que quand même, c'est indéniable que il y a beaucoup de choses qui vont être automatisées. Il y a beaucoup de robots qui vont remplacer un peu certaines tâches à faible valeur ajoutée. Et donc justement, c'est notre rôle au Maroc, enfin notre devoir au Maroc, c'est d'essayer d'analyser tout ça et de pouvoir miser sur des filières qui vont se développer dans le futur. Tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est, et là je constate avec quand même beaucoup d'intérêt les cités des métiers et des compétences qui vont se déployer sur toutes les régions. Et on a intégré la composante du digital offshoring ou la partie intelligence artificielle qui va certainement se généraliser dans tous les secteurs. Encore faut-il, déjà l'intérêt aujourd'hui de développer d'autres activités, parce qu'en fait, il y a la compétitivité, justement, comme on a discuté, qui ne va pas nous permettre de garder ces métiers-là, mais il y a aussi le virage digital qui est pris par les grands donneurs d'ordre. J'estime que nous devons faire une certaine investir sur des métiers à plus forte valeur ajoutée. Très bien. Ces métiers à plus forte valeur ajoutée vont nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé, mais aussi une création d'emplois plus importante. Ahmed Belhassel, un dernier mot. Alors nous, on estime quand même que grâce à ces plateformes et ce digital qui est en train de se développer, en fait, on est en train de créer de l'agent augmenté de notre côté. On va contextualiser un peu plus. Mais surtout, ces plateformes créent un besoin énorme en contact client. Avant, on allait en boutique et on parlait à l'agent. Aujourd'hui, on parle à un agent uniquement au téléphone. Pour confirmer un petit peu ce qui se passe, il suffit juste de voir tous les mouvements de capitaux qui se font vers notre secteur. Aujourd'hui, le secteur de l'offshoring et du centre d'appel est valorisé, a atteint des valorisations énormes l'année dernière et cette année, qui dit que globalement, les gens qui investissent croient en ce développement. Donc, on a une part de marché à prendre. On a une opportunité au Maroc, c'est qu'on est monté en valeur
Donc le Maroc étant incontournable, moi je préfère parler, on parlait d'offshore avant, maintenant en France on parlait de nous de nearshore, on va parler de bestshore bientôt. Ça va être la meilleure place en termes de compromis, en termes de distance, en termes de technologie, de compétences sur le marché et de middle management. Parce que c'est aussi aujourd'hui le fondement de nos métiers, c'est tous ces superviseurs, tous ces chefs de projet qui ont été formés, qui forment une ressource énorme. Donc je pense que l'intelligence artificielle, on va en profiter pour avoir des agents augmentés, c'est-à-dire qui contextualisent mieux son appel. Et le fait que les GAFA se développent sur ces métiers, que des plateformes énormes, qu'on doit gérer des millions de clients, on va peut-être avoir un peu plus de boulot d'ici quelques temps. D'ici quelques temps, beaucoup d'optimisme en tout cas. Merci beaucoup messieurs d'avoir enrichi ce débat sur l'offshoring, en tout cas ce secteur des services au Maroc. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat. D'ici là, très bonne semaine à tous.